questions-réponses et nous finirons par des annonces et le mot de fin. Sans plus tarder, je voudrais annoncer maintenant à, j'allais dire ce micro, à prendre la parole, notre dynamique et brillant président, le président Simon. Merci Destin. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? C'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus pour participer à notre webinaire qui a pour but de faire un retour d'expérience d'une illustre personnalité de la gestion des projets qui a participé à l'organisation de l'événement sportif majeur qui est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et donc, on a voulu cet événement pour pouvoir échanger surtout, mais surtout avoir des retours d'expérience de notre représentant à cet événement. Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur les défis auxquels il a été confronté pendant cette compétition, avant, pendant et après la compétition, puisqu'il fallait clôturer aussi. Et puis aussi voir comment est-ce qu'il a utilisé les standards de gestion de projet pour pouvoir mettre en œuvre ces différents travaux. Et il nous partagera aussi sûrement les leçons apprises dans le cadre de ces activités. Donc, il faut savoir que Olivier Kouakou a été l'une des personnes qui m'a donné l'envie de faire le PMP. L'anecdote, c'est que quand je devais m'inscrire pour la formation, je suis allé le rencontrer à son bureau pour échanger sur le sujet. Et il m'a communiqué sa passion, la passion de la gestion des projets. Ça se sentait totalement sur lui. Il était tellement passionné qu'il a sorti un document, il a commencé à m'expliquer comment ça marche, comment gérer les parties prenantes. En quelques minutes, j'ai été édifié par sa maîtrise de la gestion des projets. Il était déjà certifié en temps. Et ça m'a motivé à me certifier aussi. Et puis, bon, heureusement, j'ai eu moi aussi mon certificat dans les mois qui ont suivi. Donc, c'est vraiment quelqu'un, c'est un mentor en quelque sorte. Et on s'est retrouvé dans plusieurs environnements. Olivier est un brillant chef de projet, alumni de l'INPHB, aussi alumni M2, on est de la même promotion. Donc, Olivier a beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et lui passer la parole. Mais avant, je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat et à la fin de son intervention, vous aurez l'occasion aussi d'intervenir. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Olivier Kouakou, notre invité de ce jour. Merci. Merci, Président. Bonsoir à tous. Comme il a dit, je suis Olivier Kwaku, PMP, alumni PMD également, et finalement du FEM certificat en stratégie chez HCC Paris. Donc, effectivement, c'est avec grand plaisir que je rejoins l'équipe pour échanger un peu sur notre métier commun qui est le management de projet. Alors, disons que en ce qui concerne la CAN, l'aspect qui a été géré par nous, c'est l'aspect média. Donc, je vais vous parler juste d'un point du projet que nous avons eu à gérer. Donc, permettez-moi de partager mon écran, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde voit? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord, Merci. parfait. Donc, comme le président l'a dit, c'est pas vraiment un coût, c'est vraiment un partage d'expérience. Et moi aussi, je souhaiterais m'enrichir aussi de vos avis et commentaires. Euh, alors, on va pas être très, très, très long. On va parler un peu des généralités. Euh, Comment est-ce que le projet lui-même a été managé? Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Alors, en ce qui concerne les généralités, on va dire que la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 était la 34e édition et s'est déroulée du 13 janvier au 11 février sur 5 villes, 6 stades, mais 5 villes. Abidjan, Yamoussoukro, Boaké, Korogo et San Pedro. Donc, c'est la deuxième CAN que nous organisons après celle de 1984, qu'on a été éliminé d'ailleurs au premier tour. Alors, pour l'organisation dans laquelle je suis, en tout cas la RTI, en ce qui concerne l'organisation projet, nous sommes un peu en mode matriciel.
Donc, il y a une direction des projets qui met en œuvre l'ensemble des projets stratégiques de la maison, mais je m'appuie sur des organisations fonctionnelles. Donc, comme vous le savez, dans ce genre de situation, les ressources reportent à deux responsables, le responsable fonctionnel et puis le manager de projet. Mais pour la CAN, Dieu merci, l'organisation était assez forte, puisqu'il y avait une volonté de la direction générale de mettre en priorité ce projet. Donc, du coup, j'avais un peu plus de pouvoir, un peu plus de contrôle sur l'ensemble des ressources. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est l'environnement de la RTI. Ils sont assez sensibilisés à la gestion des projets. Donc, ça fait quand même 3 ou 4 ans que la direction existe. Donc, ils savent un peu comment ça fonctionne, ce qui facilite un peu notre travail. En ce qui concerne la vision, elle a été assez claire. Je pense que les autorités du pays l'ont annoncé. Hein, c'est de faire de cette CAN la meilleure CAN jamais organisée. Donc, la 34e édition doit dépasser les 33 premières qui ont été organisées. Donc, la vision était claire. Et au niveau de ma direction générale, sont saisis aussi cette vision. Donc, chacun dans son département devait faire le maximum pour que cette CAN soit la meilleure. En ce qui concerne le personnel, en tout cas, les compétences, je les avais. Maintenant, pour ce que j'avais pas, je savais exactement où les trouver. Donc, en ce qui concerne les ressources humaines, j'avais pas beaucoup de problèmes en la matière. Et quand on regarde un peu le marché des médias, le marché c'est assez ouvert. Donc, par l'arrivée de plusieurs médias, donc on est dans un environnement concurrentiel. Donc, c'est tout ça que nous avons regardé. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu les facteurs euh, environnementaux. Donc, on a regardé tout ça et on s'est dit, bon, on peut y aller. Donc, le projet, c'est quoi le projet qu'on devait faire? On parle de Cannes, Total Énergie 2023, mais ça veut dire quoi concrètement? Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un projet, mais c'était deux projets. Parce que bon, mon manager, quand il me dit, écoute, tu vas t'occuper de la Cannes 2023, lui, il lui dit comme ça. Maintenant, on essaie de regarder un peu, de creuser un peu finalement ces deux projets. Le premier, c'est que la RTI était RTDH, Radio Télédiffuseur Haute. Donc, à ce titre, on avait la responsabilité de produire le signal international. Le signal, c'est le signal qui a été repris par toutes les télévisions du monde entier, je pense, dans 171 pays. Donc, c'est ce signal qu'on devait produire, mettre à la disposition de la CAF et puis accompagner le COCAN. Donc, c'était un projet. Le second projet, c'est que nous aussi, on était diffuseur officiel de la CAN. Donc, on devait assurer la diffusion de 52 matchs sur nos antennes. Donc, il fallait proposer des offres éditoriales attractives. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas un projet, c'était des projets. Donc, à partir de là, on a commencé à définir le périmètre du projet. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire en termes d'organisation? Je me suis dit, OK, avec mes équipes, on a mis en place 3 comités. Vraiment les 3 comités qui existent dans la documentation, dans les différentes lectures. C'est un comité stratégique. Un comité stratégique qui va donner les grandes orientations stratégiques du projet et puis éventuellement statuer vraiment sur les grands risques, valider en tout cas les réponses aux différents risques. Et les membres de ce comité, c'était présidé d'ailleurs par le directeur général lui-même. Il y avait son conseiller chargé du sport. Et puis, en fonction du sujet, on pourrait convier moi-même, et puis en fonction du sujet, on pourrait convoquer un directeur opérationnel. Et donc, on se réunissait sur convocation du DG ou sur moi-même ma convocation, quand je sentais qu'il y avait des décisions fortes, des décisions importantes à prendre. Et à la fin, nous sortions avec un compte rendu de réunion. Donc, c'est le comité stratégique. Voilà, il n'y avait pas de périodicité. Quand on sent qu'on doit se réunir, prendre des décisions, on le fait. Après, j'ai mis en place aussi un comité de pilotage qui réunit tous les directeurs, tous les membres du comité de management, que ce soit le directeur de la logistique, de l'énergie, la production, la technique, bref, tous les autres directeurs. On avait un comité de pilotage qui était conduit par moi-même. Et puis enfin, il y avait le comité projet. Enfin, le comité de pilotage, on s'appuie aussi sur les risques que remontait le comité projet. On assurait la communication avec les différentes institutions, le COCAN, l'ONS, le BNET,
tous les constructeurs des stades, bref, toutes les parties prenantes qui ne sont pas internes, notamment les institutions. On assurait la communication et on regardait aussi l'avancement des travaux, notamment les coûts, les délais, ainsi de suite. Et le comité projet qui, de façon normale, met en œuvre les activités du projet, suit tout ce qu'il y a à suivre. Et donc, ils se réunissaient vraiment une fois par semaine, le comité de pilotage une fois par mois. Donc, voici un peu l'organisation qu'on a mis en place pour pouvoir adresser toutes les questions liées au projet. Alors, en tant que manager de projet certifié PMP, donc, nous avons utilisé, en tout cas dans la mesure du possible, euh, les standards. Donc, comme on le sait, le cycle de vie du projet, il y a ces 5 gros blocs, hein. La phase d'initiation, de planification, d'exécution, de maîtrise et la clôture du projet. Donc, je n'ai pas la prétention vraiment de passer en revue tous les processus, mais les plus importants, les processus significatifs, on va regarder un peu. Alors, la phase d'initiation, comme on sait tous, il y a vraiment la charte du projet. Mais ici, je procède par une réunion, un kick-off meeting, où j'élabore la charte du projet, mais sous forme de PowerPoint. Et j'ai réuni toute l'équipe et je présente la charte du projet, le nom du projet, le périmètre, euh, le budget, l'échéancier macro, les contraintes, les hypothèses, les différents risques. Bref, la photo du projet, comme on le sait tous au niveau de la charte. Les outils techniques, j'ai vraiment abusé du jugement à dit d'expert parce que je me suis dit, c'est pas la première canne qui existe au monde. Donc, je fais des recherches et j'ai pris quelques consultants qui avaient déjà fait des Coupes d'Afrique pour ne pas réinventer la roue et puis gagner du temps. Donc, les outils techniques qui sont dans le PMBOK, pas tous, mais le jugement dit d'experts, les collègues de données, tout ce qui est revue documentaire et énormément de réunions qui nous ont permis de faire l'achat de projets que nous présentons en comité. Et donc, les modifications étaient faites et finalement, on adoptait la charte. On sait que la charte est un document vraiment synthétique en 1 ou 2 pages, mais en fonction de l'environnement dans lequel je suis, je fais la charte de projet sous forme de PowerPoint. À la fin de la réunion, on fait un compte rendu qui notifie que la charte a été validée et c'est ce document-là qui est le set de charte de projet validé. Les prochaines fois, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Une fois que ça a été validé en réunion, c'est de refaire vraiment la charte en 2, 3 pages et validé par le commanditaire du projet qui est le directeur général. Une fois la charte du projet a été faite, il y a la seconde étape qui me semble très, 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 très importante, c'est l'identification des parties prenantes. Alors, j'ai mis en rouge, hein, vraiment, pour moi-même et pour aussi tous les chefs de projet, c'est qu'il ne faut pas oublier ni minimiser une partie prenante. C'est extrêmement important, il faut s'asseoir, prendre le temps qu'il faut pour inventorier toutes les parties prenantes. Une petite anecdote, c'est qu'au niveau de l'organisation du COCAN, il y avait une place de vice-président, mais qui n'était pas pourvue. On savait que cette place devait être affectée au président de la Fédération ivoirienne de football. Et comme vous le saviez, quand on montait le projet, on était encore, comment on appelle ça, sous administration de la CAF là. Et donc, il fallait faire les élections. Donc, du coup, le président de la FIFA n'était pas encore désigné, donc c'était un poste vacant. Donc, dans l'identification des parties prenantes, on a mis, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Après, quand les élections sont finies, que M. Idriss Diallo a été président de la FIFA, et quand il est arrivé, il y a eu énormément de changements au sein du COCAN, et il était même le responsable de la commission média à laquelle j'appartenais. Donc, voici une partie prenante qu'on a juste notée sans vraiment tenir compte de son influence et tout un nombre de choses. Et voilà, et finalement, il est devenu le responsable de la commission. Donc, il y a eu quelques changements. On a dû tanguer un peu après de retomber sur nos pieds. Donc, franchement, je conseille à tous les managers de projet de prendre du temps pour identifier toutes les parties prenantes. C'est extrêmement important.
Dans les outils techniques, c'est les mêmes éléments. C'est vraiment les jugements dits d'experts, les différents regroupements, les collectes de données, et ainsi de suite. Donc, la phase d'initiation, je pense qu'elle n'est pas assez compliquée. Euh, la phase que je trouve extrêmement importante, compliquée et plus chronophage, c'est vraiment l'étape de la planification. Et donc, je ne vais pas passer en revue tous les domaines de connaissances, mais il y a quelques-uns, je crois qu'il y en a trois qui ont vraiment attiré mon attention. C'est vraiment le périmètre du projet. Donc, le premier élément, c'est planifier la gestion du périmètre, c'est-à-dire bien définir le périmètre du projet et aussi les éléments qui sont hors du périmètre. Pour la CAN, par exemple, je sais très bien que la construction des stades n'est pas dans le périmètre du projet que nous gérons. La sécurité, les fan zones, tous ces éléments-là sont hors du périmètre. Parce que si le périmètre n'est pas bien défini, d'autres parties prenantes peuvent te faire d'autres choses qui ne sont pas dans ton périmètre, qui te perdront du temps et te consommeront du budget pour ne rien, alors que tu n'es pas objectivé sur ces différents éléments-là. Donc, il faut faire très attention. Deuxième élément qui me semble extrêmement important, c'est de recueillir les exigences des parties prenantes. Toutes les parties prenantes qui ont été identifiées, il faut que tu saches de façon très claire quelles sont les exigences. Alors, pour la CAF, par exemple, qui était une partie prenante, un client et puis une partie prenante forte, la CAF me dit, bon, écoute, pour ce qui concerne le tirage au sort de tous les matchs, je veux avoir le signal en HD avec des caractéristiques techniques, mais ce qui est plus important pour lui, c'est qu'il y ait zéro coupure. Donc, ça, c'est son exigence. Zéro coupure, tu te débrouilles comme tu peux, mais que le signal soit clean, soit continu, sans coupure. Donc, quand tu sais ça, bon, ces éléments, on les a dans ce qu'on appelle les différents cahiers des charges, mais c'est important de savoir toutes ces exigences et de travailler en fonction. Troisième élément, c'est vraiment la structure de coupage du projet. Le projet, il est énorme et comme on le sait, tous faut le solutionner. Et comme j'avais indiqué plus haut, on disait quatre, mais en réalité, c'était deux projets. Donc, on prend le projet 1, qui est de produire le signal international, de le mettre à disposition de la CAF. Quels sont les différents blocs qu'on peut faire ressortir? On a identifié, en tout cas, le premier bloc, c'était l'acquisition d'équipements techniques. Puisqu'on avait vu le cahier des charges, on savait ce qu'il voulait. Il y avait des équipements qu'on n'avait pas ou acheter des équipements techniques. Il faut former les agents aux normes internationales. C'est vrai qu'on produit le championnat pour d'autres télés à Abidjan, mais pour la CAN, il y avait des normes internationales qu'il fallait respecter. Donc, il y avait un processus de formation des agents. Il y a tout ce qui est facilité média des différents stades. Je dis tout à l'heure, la construction des stades ne nous incombe pas. Par contre, j'utilise le stade dans mes travaux. Et comme vous le savez, euh, aujourd'hui, les grands stades au monde sont ce qu'on appelle sont précablés. Une des exigences de la CAF, c'était au moins 24 caméras. Donc, maintenant, quand on construit les stades, on fait un précablage en fibre optique, en SMP2, de sorte à réunir tous ces éléments-là sur un tableau. Et quand l'OBI va, nous, la régie vient, on se plug sur ce tableau et on commence la production du match. L'ancien système, c'est que s'il y a 24 caméras, il faut câbler, il faut tirer 24 câbles depuis les différentes positions et les amener à l'aide de régie. Maintenant, on fait plus. En tout cas, pour le Parc des Princes qu'on a eu, on a pu visiter, et même le stade principal d'Alger, tous ces nouveaux stades sont précablés. Donc, il fallait qu'on regarde ça. On ne construit pas le stade, mais il y a des éléments qui sont importants pour nous qu'il fallait regarder. Il y a des sous-traitants à recruter. C'est cinq villes, c'est 6 stades. Donc, sur chaque stade, il faut le même dispositif. La RTI n'a pas tous ces équipements. Donc, il fallait recruter des sous-traitants qui allaient nous aider dans cette tâche. Et puis, enfin, il faut élaborer un plan de déploiement. À partir du camp, les équipements sont sur les différents stades. À partir du camp, le personnel est sur les différents stades. Il fallait vraiment faire tout ça, faire les différents tests avec la CAF. Donc, il fallait faire un plan de déploiement des équipes. Donc, voici ce qu'on a pu identifier comme souci de découpage du projet 1, qui est de produire, de fabriquer le signal international et de le mettre à disposition de la CAF. Pour le projet 2, où nous-mêmes, RT, nous devons diffuser aussi les matchs, donc il faut aménager des studios de production télé et radio pour les différents plateaux d'avant et après match. Il faut produire des émissions
avant la canne, c'est ce qu'on avait décidé, ne pas tomber brutalement dans la canne, donc produire des émissions pour préparer les Ivoiriens à la canne et tous ceux qui vont venir de l'extérieur pour qu'ils puissent savoir dans quel pays ils viennent. Donc, on a produit des émissions comme Ville de Cannes pour faire la promotion un peu de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, San Pedro, Korogo, tout ce qu'on a de beau, on a présenté. Aussi les anciennes gloires qui ont parti des Cannes. On a vu Abdoulaye Traoré, Emmanuel Adebayo. Donc, tout ça, il fallait travailler sur ce bloc-là. La grille des programmes va changer. On a une grille qu'on fait de façon habituelle, mais du fait de la CAN, pendant un mois de compétition, la grille va complètement changer. Donc, il faut travailler sur la grille des programmes de différentes chaînes, RTI 1, la 3, Radio Côte d'Ivoire et autres. Et puis, il faut élaborer des offres éditoriales. Qu'est-ce qu'on présente aux Ivoiriens? Qui sont les consultants? Qui sont les présentateurs? Quelles sont les différentes rubriques des émissions plateau? Et enfin, faire un plan de communication. Et donc, voici, en ce qui concerne le périmètre des projets, des éléments qui me semblent extrêmement importants qu'il faut mettre en œuvre. Pour le reste, on connaît tous, une fois qu'on a fait ça, on prend chaque bloc, on fait des activités, on met des délais, on met des coûts en face, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais c'est des événements qui me semblent extrêmement importants qu'il ne faut pas vraiment rater, qu'il faut bien faire. Ça, c'est le premier domaine de connaissance. Le second, c'est la gestion des risques. Il faut bien identifier les risques. Bon, et si on peut les identifier à 100%, Dieu merci. Mais si on ne peut pas, il faut vraiment faire le maximum parce que si ce n'est pas fait, on peut avoir des surprises agréables, en tout cas sur les références des bases de projet, tels que les coûts, les délais, les contenus. Donc, à titre d'exemple, ce qu'on a pu identifier comme risque au niveau de ce projet, il y avait la disponibilité du budget. Le budget du COCAD, le budget de la CAN était centralisé au niveau du COCAN. Donc, on se dit, tout ce qu'il y a comme dépenses, actions à faire, il faut aller au COCAN, faire valider, ainsi de suite. Donc, c'est un niveau de risque, en tout cas pour nous. Il y avait la COVID était terminée, mais avec les différents variants alpha, bêta, gamma, on ne sait plus trop. Donc, on s'est dit, attention, regardons au niveau de l'aspect sanitaire, parce que le COVID, ça veut dire voyage difficile, nous-mêmes, aller à l'extérieur compliqué, les consultants ou les ressources dont on a besoin de l'extérieur, ça peut être difficile. Donc, c'est un élément qu'on a noté quand même dans notre registre des risques. On a commandé des équipements. On s'est dit pour avoir des retards dans la livraison des équipements. Si les équipements n'arrivent pas à temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y travailler. Les procédures de dédouanement en Côte d'Ivoire, on le savait, elles sont assez, des fois assez longues, assez fastidieuses. Donc, puisqu'il y avait plusieurs organes qui étaient dans ce domaine, donc je crois qu'au niveau du COCAN, il y a une procédure spéciale de dédouanement de sortie des équipements liés à la canne. Donc, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être capable de pouvoir identifier les différents risques, faire l'analyse qualitative, quantitative des risques, la survenance des risques, si les risques arrivent, quel est l'impact. Donc, il faut pouvoir regarder tout ça et puis éventuellement planifier des réponses aux risques. Donc, la gestion des risques, c'est un domaine de connaissance qui est assez important, qu'on a beaucoup utilisé pendant le management de ce projet-là. Et enfin, le troisième domaine, j'avais dit trois, le troisième domaine, c'est vraiment la gestion des parties prenantes. Donc, vraiment la gestion des parties prenantes qui me semble aussi important, puisque tout ce que vous allez faire, c'est sûr, avec des ressources humaines. Donc, il faut être sûr d'avoir identifié, comme je l'ai dit plus haut, les parties prenantes, maintenant, gérer leur engagement pour qu'ils soient engagés jusqu'à la fin du projet. Donc, on a un outil dans le PMBOK qu'on utilise, notamment la matrice d'évaluation, l'engagement des parties prenantes, savoir s'il y a des inconscients, des résistants, des nœuds, des supporters ou bien des leaders. L'objectif, c'est vraiment de réduire le nombre d'inconscients et de résistants. À la limite, 9, ou alors les faire basculer dans d'autres domaines. Mais c'est bien quand même de faire une photo de l'ensemble des parties prenantes qu'on a pour pouvoir travailler. Mais puisque le projet était d'envergure nationale, peut-être mondiale, donc en termes d'inconscients, je n'ai pas eu à faire face à vraiment des inconscients. Juste quelques résistants parce qu'il y avait quand même quelques changements qu'il fallait opérer. Donc, il y a certains quand même qui n'aiment pas trop le changement, donc sont assez réticents. Mais on a eu quand même assez de supportifs et puis de leaders. Puisque tout le monde était plus ou moins enthousiaste. C'est une première
pour, pour nous. La première a eu lieu il y a quoi, entre 30 et 40 ans. Donc, on s'est dit, on n'a pas tout le temps l'occasion, ça c'est les éléments de langage du chef de projet. On n'a pas tout le temps cette occasion d'organiser une CAN, donc quand tu as l'occasion de la faire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, du coup, il y avait quand même suffisamment de parties prenantes aussi qui étaient assez motivées. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la planification. Il y a d'autres domaines de connaissances qu'on connaît. Vraiment, je n'ai pas voulu venir là-dessus, hein. Les échanger, les coûts, un certain nombre de choses, ça, c'est les choses qu'on sait. Mais vraiment, c'est ces trois éléments que j'ai jugé assez importants que le chef de projet devait regarder de façon particulière. Alors, en ce qui concerne l'exécution et la maîtrise, une fois que tu as pris tout le temps, toute la fatigue nécessaire de faire la planification, maintenant, c'est l'exécution. Donc, c'est de mettre en œuvre ce qui a été planifié et vraiment de surveiller, s'assurer que les ressources sont disponibles et motivées et que les risques sont assez gérés. Il y a un événement exceptionnel sur lequel je voulais attirer un peu votre attention. On avait fini de planifier toutes les activités, on se préparait à l'exécution, lorsque on nous a donné l'information que la Côte d'Ivoire a été choisie pour organiser la Ligue des champions féminines. Donc, du 5 au 19 novembre, 8 équipes sur deux stades. Le stade Amadou de Korogo et puis le stade Laurent Pokou de Saint-Péter. Alors, quand on a eu l'information, on a dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on la considère comme un nouveau projet ou alors qu'on considère comme une activité? C'est pourquoi dans plusieurs données de sortie des process, il y a toujours mettre à jour les documents du projet. Là, on s'est dit, on fait quoi? Donc, quand on y a travaillé, on a dit, bon, dans les documents de projet, on considère comme une activité, mais on va le manager comme un projet. En réalité, la planification qu'on a eu à faire, c'était sur 6 stades, un mois de compétition. Donc, on se dit, finalement, toute la planification, tout ce qu'on a fait avant, on va l'appliquer à cette compétition, puisque c'est une canne, si vous voulez, en miniature. Donc, on a recommencé le process, kick-off, meeting avec chaque de projet validé. La planification qu'on a eu à faire, on a regardé ce qu'on pouvait récupérer euh, dedans pour pouvoir mettre en œuvre la Ligue des champions féminines. Mais en la réalité, cette compétition a fait du bien parce que ça nous a servi, si vous voulez, un peu de prototype, de test grandeur nature. Donc, sur les deux stades, nous étions présents avec les équipements, avec les hommes, et tout a été mis en œuvre. Lorsque nous avons fini cette compétition, disons qu'elle est finie en novembre, la CAN commençant en janvier, donc on a un mois pour voir si on avait vraiment pris en compte toutes les parties prenantes, on avait pris en compte toutes les exigences. Bref, on a revu tout notre plan de management du projet. Les exigences étaient presque les mêmes, mais on a décidé de mettre en œuvre les exigences de la grande compétition vraiment pour roder la machine. Au niveau des studios, des présentateurs, c'est la même chose qui a été faite et ça nous a servi vraiment de test pour nous assurer que tous les dispositifs qu'on avait mis en œuvre, il n'y avait pas de faille, il n'y avait pas de risque qu'on n'avait pas identifié. Toujours dans l'exécution, je pense qu'une des clés, on ne va pas dire de succès, mais vraiment qui nous a facilité la tâche, c'est au niveau de l'organisation qu'on avait mise en œuvre pendant la compétition. Alors, on avait créé des bureaux, sinon des responsables dans chaque stade. Et ces responsables étaient au niveau directeur, donc avaient la capacité de prendre des décisions et d'avoir de l'autorité sur les équipes qui étaient dans les différents stades. Donc, il y avait moi-même qui était au niveau du centre à Cody et j'avais des relais sur chaque stade. Donc, le rôle on avait affecté du budget pour qu'ils puissent prendre en charge les différentes difficultés, les différents besoins qui pourraient survenir pendant l'exécution de la compétition. Et donc, lorsque ces problèmes, ou on dit ces challenges sont assez importants, ça remontait
à la base. Et donc, on se saisissait pour pouvoir régler. Donc, cette organisation a vraiment été très efficace. Et donc, on n'a pas eu vraiment de problèmes majeurs sur les différents stades. Tout s'est passé vraiment de façon intéressante. Alors, la clôture du projet. Actuellement, malheureusement, je ne suis pas en mesure de clôturer le projet parce que tous les éléments nécessaires pour, pour la satisfaction des critères d'achèvement ne sont pas tous réunis. Donc, je n'ai pas encore clôturé le projet. Je voudrais bien, mais c'est pas encore fait. Donc, les documents, les livrables, c'est OK. La CAF a eu ses 52 matchs. Le signal a été clean, continu. Un satellite nous a été indiqué, donc on a déposé le signal sur le satellite, donc il n'y a pas eu de souci. On a même eu un courrier de la CAF nous félicitant du travail qui a été fait. Confirmer la livraison et l'acceptation officielle des livrables par le client. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on a fait avec la CAF. Quand on a fini, on dit, bon, ils nous ont transmis les documents. Donc, à partir de là, ils ne peuvent pas nous dire, c'est pas correct, c'est pas si. Eux-mêmes, ils ont bien analysé, nous ont fait un document pour dire, OK, les objectifs du projet ont été atteints, on a reçu tous nos signaux et nous sommes contents. Clore les comptes du projet, je ne peux pas, parce qu'il y a certains fournisseurs qui n'ont pas encore été entièrement réglés. Donc, c'est quelques détails qui me restent. Les ressources, le personnel a été réaffecté à d'autres activités. Vous avez dû constater au FEMUA, les équipes qui étaient au FEMUA Massa. Les installations, les équipements ont été réaffectés aussi à d'autres activités. Donc, il me reste vraiment à finaliser le rapport. On a déjà la base, il nous reste quelques détails là à boucler. Et là, on aura finalisé le projet. Le deadline, c'est vraiment fin juin, ou plus tard fin juin. Il faut que ce projet soit clôturé normalement. Alors, au thème de tout ça, qu'est-ce qu'on a pris comme leçon? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Cette slide, c'est vraiment de façon on va dire, global, pas vraiment pour la CAN, mais c'est ce que j'ai constaté dans mon organisation. Tout ce qui est, vous allez me dire si c'est la même chose chez vous, mais tout ce qui est études avant projet, business case, ainsi de suite, n'est pas fait. Donc, les gens, ils ont une idée et puis ils appellent ça projet. Donc, quand je suis saisi, je dis non, ça, c'est pas un projet encore, c'est une idée. Maintenant, il faut faire les études, faut creuser, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, pour savoir un peu quels sont les objectifs, quels sont les périmètres. Bref, ils ont une idée, ils disent que c'est un projet. Donc, ce à quoi je suis confronté dans mon organisation, c'est que je suis obligé, moi-même, responsable de projet, de faire le travail antérieur au projet, ce que j'ai mis en rouge, avant de commencer vraiment de travailler sur le projet comme on nous l'enseigne. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Si c'est la même chose, comment est-ce que vous faites? Ça, je serais très, très heureux aussi d'avoir cette information. Pour ce qui est de la CAN en particulier, je reviens encore là-dessus, c'est vraiment identifier toutes les parties prenantes et recueillir les exigences. Une autre anecdote, on a dit tout à l'heure que la construction des stades ne fait pas partie du périmètre du projet. Mais l'ONS, qui a, qui avait en charge la construction des stades, a construit et à un moment donné, quand nous sommes arrivés, on a dit attention, nous on a des exigences. Il faut faire le pré-câblage, il faut qu'il y ait des points caméra dans les différents stades. Les points caméra, c'est là où il faut brancher les caméras. On en veut dans le tunnel où les joueurs sautent. On en veut dans les salles de conférence de presse. On en veut dans les zones mixtes, ce qui n'a pas été prévu. Donc, ces genres de choses, il faut dégager un nouveau budget pour le faire. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Donc, vraiment, il faut bien identifier toutes les parties prenantes. L'ONS, enfin, avait laissé l'adapter de côté. Et puis, les questions liées à la VAR, c'était aussi quelque chose qu'il fallait regarder. Donc, il faut identifier bien le projet, les parties prenantes et recueillir les différentes exigences. Ça fait gagner vraiment du temps. Bien définir le périmètre du projet avec le commanditaire ou le client et le communiquer à l'équipe projet pour ne pas qu'on ait à se disperser pour des activités qui ne nous concernent pas. Et puis, identifier les livrables et puis les critères d'acceptation. En tout cas, on l'a identifié avec la plupart, mais dont le plus important qui est le client.
c'est la remise du signal des 52 matchs, plus la cérémonie d'ouverture, plus la cérémonie de clôture, plus le tirage au sort à la CAF avec zéro interruption. Donc, c'est à nous de mettre tout le dispositif derrière pour que ça se fasse. Mais ce qu'on a fait même, avant la CAF, on est allé sur le terrain, on a fait des tests avec la CAF, avec le COCAD, avec le BD pour nous assurer que le dispositif qu'on a mis en place nous permet de garantir zéro interruption du signal international. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ensuite, il faut avoir une équipe compétente et motivée. Ça, c'est vraiment important. Donc, toutes les stratégies, toutes les activités, motivation du personnel, il faut les mettre en œuvre. Et puis, identifier les risques, la gestion des risques, c'est vraiment très important. Et j'ai mis en rouge vraiment la communication. Ça prend pratiquement plus de la moitié du temps du travail du responsable de projet. De une communication avec les parties prenantes internes, comme j'ai indiqué en début, réunion hebdomadaire, réunion mensuelle, réunion à la demande du DG, il faut le faire. Il y a des réunions avec le COCAN, on a organisé des réunions hebdomadaires avec le COCAN pour regarder aussi l'avancement du projet. On a ainsi aussi des réunions avec l'ONET et le BNET. On regardait ça et puis une fois par mois avec la CAF, on faisait un peu le tour. Ça permet à toutes les parties prenantes d'être au même niveau d'information et de s'assurer qu'on va vraiment dans le bon sens. Les moyens de communication, tout passe. Les réunions en présentiel, en Zoom, en Meet, en WhatsApp, mais appel en tout cas, tout ce qui est moyen de communication, canal de communication possible, je les ai utilisés. Il y a quelque chose qu'on utilise de plus en plus, notamment les groupes WhatsApp. Je sais qu'on a eu au moins une vingtaine de groupes WhatsApp. Parce qu'il faut un groupe WhatsApp pour tous ceux qui étaient sur les stades, selon les différents stades, on avait un groupe. Tous les responsables que j'ai mis sur chaque stade, on avait un groupe. Tous ceux qui veulent fabriquer les émissions avant la CAN, on avait un groupe. Donc, les groupes WhatsApp permettent de changer rapidement des informations, prendre des décisions rapidement, les implémenter rapidement et avancer. Donc, au niveau de la communication, c'est extrêmement important parce que certaines ressources vont te dire, écoute, nous, on est dans le projet, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait. On a eu affaire à ça aussi au tout début du projet. Donc, il faut énormément communiquer avec toutes les parties prenantes. Bien sûr, pas, tout le monde n'a pas les mêmes informations, mais il faut vraiment communiquer pour éviter beaucoup de surprises désagréables. Voilà. Donc, voici, chers amis, chers managers de projet, c'est quelques slides que j'ai voulu partager avec vous. S'il y a des éléments sur lesquels je n'ai pas souvent insisté, je pense qu'on pourra en discuter dans la phase des questions. Et merci de m'avoir suivi. Merci. Merci infiniment, j'allais dire, chef Padio, pour avoir vraiment mené de main de maître cette très belle organisation en tant que acteur principal, en tant que chef de projet. En tout cas, bravo et félicitations. Je peux vous dire qu'on a vraiment apprécié la CAN. Elle était très belle, riche en couleurs. Les matchs étaient très beaux. On s'est vraiment amusé, surtout que nous sommes champions. Donc, on a toujours le sourire. Tout à fait. Merci Cela beaucoup. ouvre la session des questions-réponses. Nous allons prendre, j'allais dire, 15 minutes pour pouvoir échanger compte tenu du temps imparti. Et par la suite, le débat va se dérouler avec les annonces et le mot de fin du président. J'ai une première question comme ça qui me vient en tête. Est-ce qu'après votre participation en tant que chef de projet, en tant que PMP, en tant que euh, gestionnaire de projet, manager, acteur de changement, est-ce qu'après avoir organisé cette CAN, participé activement à cette CAN, est-ce que l'environnement se rend compte, est-ce que votre hiérarchie, est-ce que vos collaborateurs se rendent compte de l'importance d'avoir un gestionnaire de projet professionnel sur les projets? Ah, d'accord, ça c'est vraiment une très, très bonne question. Je dirais que l'idée même ne vient pas de la CAN. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a eu un ancien DG qui est arrivé, qui est actuellement à la CUE, qui avait voulu implémenter un certain nombre de choses. Il voulait changer un peu la configuration
de la maison. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de mettre en place un PMO. Et comme on l'a dit, hein, il y a eu, avant la CAN, il y a eu d'autres projets qui ont été vraiment gérés. Quand il est venu, je parle d'un des premiers projets, c'était le plateau du GT. À l'époque, c'était un décor basique avec des bois. Et donc, quand il est venu, le nouveau décor qu'on a eu à le faire avec des écrans LED, c'était vraiment assez révolutionnaire dans l'environnement ivoirien. Et on a eu même des prix pour ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant ça, quand on a commencé ce projet, la plupart des agents disaient que, bon, à la RTC, le projet n'aboutit jamais. On commence, mais on ne termine jamais. Donc, c'était l'environnement dans lequel j'étais. J'ai dit, bon, ok, on a des manières, il y a des. En ce moment, j'étais en train de faire d'ailleurs le PMP. J'ai dit, bon, écoute, on va mettre en œuvre les standards du PMP. Et Dieu merci, le projet est arrivé à terme, bien sûr, avec un retard, en ce qui concerne les délais, parce que c'était assez compliqué. Après, il y a eu la 3, RTI 3 qu'on a mis en œuvre aussi, la troisième chaîne du groupe. Après, nous sommes passés à la HD. Il y a eu un projet de passage de la SD. Vous voyez que les images de la RTI ont changé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc, c'est un projet aussi. Donc, du coup, je dis, ils sont habitués au management des projets. Mais j'avoue que la CAN, vu l'envergure, vu la taille de ce projet, je pense que tout le monde est sensibilisé. Et mes collaborateurs, même quand ils marchent dans la cour, bon, ils ont vraiment le gros dos parce que tout le monde a compris, s'il fallait encore le redire, l'importance de mettre en place une méthodologie pour gérer vraiment les projets. Et je pense que tout le monde est vraiment content de la façon dont ça a été fait. Et Dieu merci, comme tu l'as dit, ça s'est bien passé aussi pour l'équipe nationale, donc tout le monde est gagnant. Mais tout le monde a compris qu'il faut une façon de gérer le projet et une façon de travailler. Je suis certain que votre réponse fait sourire le président Simon Adou parce qu'il se bat, même tous les présidents qui sont passés, tout le monde se bat pour, j'allais dire, professionnaliser la gestion des projets, pour emmener les chefs d'entreprise à comprendre l'importance même du gestionnaire de projet, l'importance de la gestion des projets, l'importance de la mise en place des PMO. En tout C'est ça. cas, encore une fois, merci et félicitations pour cette très belle canne qui a été organisée. Je le disais à l'instant, c'est la session des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou même à prendre directement la parole, à lever la main. Nous vous donnerons la parole pour que vous puissiez euh, poser vos questions. Bonsoir à tous. Destin, je vais juste remonter quelques questions qui avaient été posées dans le chat, notamment par Monsieur Boubacar qui a posé deux questions relatives aux parties prenantes. Donc la première est de savoir quelles étaient les parties prenantes les plus influentes du projet, et la deuxième était de savoir si le speaker avait été confronté à des conflits dans son équipe, et s'il y en a eu, comment est-ce que ces conflits ont été gérés. Et on a également eu la main levée de Lionel Franck, donc je pense qu'il voulait poser une question live. Donc voilà pour les trois premières questions qu'il y a eu dans le chat. Merci beaucoup. D'accord. Donc, en ce qui concerne les parties prenantes, bon, je n'ai pas jugé nécessaire de mettre le registre des parties prenantes, mais il y en a eu suffisamment. J'ai mis quelques-uns pour qu'on puisse avoir une idée. Il y avait la CAF, il y avait le COCAN, il y avait l'Office national des sports, il y avait le BNET, il y avait notre sous-traitant qu'on appelle Mediapro, la Fédération ivoirienne de football, les constructeurs des différents stades, Mota, Angile, et ainsi de suite, tous ceux qui ont construit les six stades ivoiriens, c'était des parties prenantes. Les collectivités territoriales, les préfets, maires, conseils régionaux, tout ce qui allait faire des émissions dans les différentes villes, étaient des parties prenantes. Les agents de la RTI également étaient des parties prenantes. On va dire, qui est au niveau même de du ministère de la Communication, la primature. Euh, Enfin, bref, il faut que je reçoive le fichier, mais effectivement, il y avait énormément de parties prenantes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir un contact au niveau de toutes les parties prenantes. Parce que bon, tu peux te permettre d'avoir 3, 4, 5 contacts. Tu as une porte d'entrée à qui tu adresses toutes les requêtes. Ces deux-là. Pardon? Et peut-être pour poursuivre sur cette question, M. Boubacar, je souhaitais savoir quelle était pour vous la partie prenante la plus influente, si on avait Enfin, une en tout cas.
Je sais que les anciennes versions du PMBO parlaient de partie prenante clé, mais finalement, après, ils ont abandonné le concept de partie prenante clé pour dire tout le monde est Ok, parti. Enfin, tout est parti. Mais vraiment, c'est c'était le juste. client. Le client, c'était vraiment la CAF. C'était D'accord. vraiment le client le plus stratégique et le plus important. Ok. Le plus important. Donc, Ok, les avec deux, Akataba, une gestion particulière, voilà, c'était vraiment la CAF. ok. Les deux autres questions qui ont été posées dans le chat, il y en a encore qui arrivent. C'est Alors, est-ce oui, qu'il en y ce a... qui concerne les conflits, c'est ça? Voilà, c'est ça, les conflits. Oui, en ce qui concerne les conflits, oui, il y en a eu. On a eu celui qui a été assez épuisant, je crois qu'on a eu un conflit avec le Cocan. Le Cocan, comme je l'ai dit, la FIF n'est pas vite arrivée. Donc, au niveau de la commission média, au début, on ne s'entendait pas beaucoup sur les périmètres du projet, ainsi de suite. Donc, du coup, il y a eu, quand on a commencé, comment on a résolu ça? Alors, premièrement, c'est des réunions. C'est-à-dire, on prend des réunions, il faut qu'on se parle. Deuxièmement, on sort les documents, les différents cahiers de charges pour voir un peu les différents périmètres des uns et des autres. Et puis, à partir de là, euh, les, les cloisonnements ont commencé à tomber. Et il y a un élément qui a été assez important. On a eu à faire des voyages ensemble où on Mhm. est sorti, vraiment, on est parti au Chan en Algérie. Puis on le fait de sortie de notre quotidien, il y a eu de l'amitié qui s'est développée et on a pu régler tous les problèmes par la suite. En interne, il y avait des agents qui voulaient des postes plus importants parce qu'ils estimaient que, bon, voilà, le poste qu'on leur avait confié n'était pas à la hauteur était en dessous de leurs compétences. Donc, effectivement, il y a eu des échanges formels et informels. On s'est permis même de faire des fois des parties de restaurant avec ce genre de personnes pour qu'on puisse échanger, de leur expliquer un certain nombre de choses. Donc, ça a été vraiment par la manière très simple, euh, sortir du cadre de travail, faire d'autres activités. Pendant ces activités-là, on a permis de régler certaines difficultés. Et Alexis, puis la tu peux troisième, aller avec la troisième question, effectivement. Ok, ça marche. Ok, alors on a encore une question relative au fait, est-ce qu'il y a eu des risques imprévus pendant le projet? Comment cela a été géré? Donc, je vais donner enfin, les deux, trois questions en même temps pour qu'on puisse gagner du temps. Est-ce qu'il y a eu des risques imprévus? Est-ce que vous avez des contraintes budgétaires particulières, particulières? Ont-elles été, enfin, ont-elles affecté le déroulement du projet dans les délais? Et comment avez-vous mitigé ces contraintes? Donc, première question relative à des risques imprévus et à d'éventuelles contraintes budgétaires. alors, des risques imprévus, je vais dire non, mais il y a eu des risques prévus qui, comment je vais dire ça? Comment je vais dire? On avait prévu identifier ce des risques, mais qui sont quand même arrivés. Mm, Voilà, mm, qui sont quand même arrivés. L'exemple, c'est au niveau de la commande des équipements. Comme vous l'avez vu dans la présentation, on avait prévu qu'il pourrait avoir des retards dans la livraison d'équipements. Effectivement, ce risque est survenu. Thierry, c'est survenu. Mais bon, on avait préparé, Dieu merci, l'avantage, c'est quand tu as identifié ce risque-là, on avait préparé. Bon, si jamais l'équipement n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a pu mettre un plan B, on a pu mettre le plan de réponse en place. Est-ce qu'il y a eu. Non, non, c'est ce risque qu'on a prévu. On a pensé qu'il n'arriverait pas, mais le risque est survenu. Donc, on a mm. pu le contenir. Contrainte budgétaire, oui. Oui, il y a eu. Dans le premier, enfin, le budget qu'on a mis dans la charte, il a été révisité deux, trois, quatre fois, je ne sais plus combien de fois. Donc, à un moment donné, on a dû faire des économies sur un certain nombre de postes, de chapitres, parce qu'il y a eu des missions à l'extérieur où il fallait envoyer plus de personnes.
mais on a été obligé de réduire les équipes. Donc, on a dû jongler avec ce budget, mais le projet, au moins le délai, il était connu. Il ne peut pas bouger. Ah, On sait que la CAN commence le 13 janvier. Tu ne peux pas dire, ouf, sur le 13 janvier, ça démarre. Donc, ce délai était inamovible. Donc, c'était à ok. nous de nous démerder comme on peut pour atteindre le, le 13 janvier. Mais on a dû faire des coupes dans certains postes budgétaires pour pouvoir finaliser le projet. Et ces genres de décisions, c'est au niveau du comité stratégique qu'on les prend. Ok. On a une question relative aux outils que vous avez utilisés pour le pilotage du projet. Donc, l'un des intervenants souhaitait savoir si vous avez utilisé, par exemple, MS Project ou de façon plus générale, est-ce que vous avez utilisé des éléments, enfin, des outils digitaux pour le pilotage du projet et quel a été, si c'est le cas, quel a été l'impact en tout cas sur la qualité de la gestion du projet? Euh, enfin, en termes d'outils, hein, effectivement, enfin, je précise que dans mon organisation, j'ai deux autres PMP. J'ai Ok. deux autres PMP et puis une qui n'est pas encore certifiée, mais qui est dans le process. Donc, j'avais des ressources humaines qui vraiment maîtrisaient aussi la gestion des projets. Bien sûr, le seul outil, enfin pas le seul, l'un des principaux outils qu'on utilise, c'est vraiment le MS Project, Excel aussi, PowerPoint, mais voilà. Enfin, l'avantage de MS Project, c'est que c'était vraiment en termes de communication. Chaque fois qu'on partait en réunion, on avait quand même un plan clair qu'on pouvait présenter aux commanditaires. Et c'est vraiment cette partie qui m'a... Bon, c'est vraiment clair pour nous-mêmes, le manager de projet, tu sais un peu où est-ce que tu vas. Mais vraiment, en termes de communication avec les parties prenantes, c'était assez clair, assez intéressant, avec différents diagrammes. Donc, ça aidait énormément à avoir une idée globale. Il y avait tellement de changements que, mais bon, on arrivait quand même à mettre en pratique. Donc, c'est vraiment c'est l'outil que j'utilise le plus hein, en termes de management pour MS Project. Ok. Euh, Destin, je propose qu'on fasse une petite pause. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, je pense, Monsieur Lionel Franck, D'accord, et ça nous permettra de faire effectivement. la synthèse des autres questions. D'accord. Donc, Monsieur Yao, je vois votre main levée. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Allez-y. Ok, bonjour. Moi, c'est Monsieur Yao. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, parfaitement, on vous entend. Ok. Moi, j'avais deux questions pour vous. Je découvre agréablement votre institut, pardon, je vais y arriver. Je suis chef d'entreprise. Ma première question, c'était de savoir est-ce que, en tant que chef de projet ou PMO, vous avez besoin, au-delà de la méthodologie, je crois que vous maîtrisez très bien, est-ce qu'il y a une obligation de connaître un peu le secteur pour pouvoir être à l'aise dans l'exécution de vos tâches? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est que, comme je découvre votre institut, quand je suis allé un peu sur le site, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de, il y a pas de place pour les entreprises qui recherchent effectivement des ressources de chefs de projet, de s'inscrire ou bien de solliciter. Enfin, si vous pouvez me donner le canal, effectivement, pour avoir des ressources de PMP, ce serait intéressant. C'est mes deux questions. Merci. Ok. C'est bien noté. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Yao. Monsieur Quadio, est-ce que vous avez bien compris les questions? Je n'ai pas bien compris, malheureusement. C'était un peu entrecoupé chez moi. Je- J'ai entendu Oui, Excel, effectivement. connaissance d'Excel. Tu peux répéter pour moi, s'il te plaît? Je peux Bon, la répondre, deuxième. hein? Ok, allez-y. Non, je disais, est-ce qu'on est plus à l'aise quand on connaît le secteur d'activité Hmm. d'être PMO ou bien Ah, d'accord. juste la méthodologie? Est-ce qu'ils savent, enfin, vous êtes capable de vous adapter à des secteurs qui sont nouveaux, qui sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude de faire? Ah, Bien, d'accord. est-ce que c'est une exigence de connaître un peu le secteur pour mieux, pour mieux le piloter au niveau projet? Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, je voudrais savoir comment accéder à des ressources PMO, comment les solliciter éventuellement, parce que bon, je découvre un peu votre institut. Voilà. OK. Ah, d'accord. Merci D'accord. infiniment. C'est bien perçu. D'accord. Monsieur Je pense Quadio, que là, on vous écoute. Monsieur Kwaku, Monsieur Kwadio, Kwaku. Ah, monsieur Kwaku, excusez-moi. Quoi, quoi. Monsieur Pas de Kwaku. problème. Pas de problème. Non, non, ce qu'on va dire, c'est que la connaissance du secteur d'activité est toujours un plus. C'est toujours un plus, mais ce n'est pas un facteur bloquant. Même si le secteur d'activité n'est pas connu, le PMBOK nous montre des démarches, une méthodologie pour gérer n'importe quel type de projet.
Notamment, il y a un outil dont je parlais tout à l'heure, que j'ai vraiment abusé, c'est le jugement à dit d'expert et puis la revue documentaire. Donc, tu peux ne pas être un expert du domaine, mais tu peux prendre un expert qui va t'aider à manager le projet comme il se faut. Toi, le manager du projet, tu connais la démarche. On commence par là, on termine par là, voici ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu maîtrises le domaine, tant mieux. Tu ne le maîtrises pas, il y a des outils techniques pour y arriver, il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, j'ai fait un projet de création de chaîne, ce n'est pas mon secteur d'activité. J'ai fait un projet de passage de la standard definition à haute définition, c'est vraiment très technique, ce n'est pas mon secteur d'activité. Et puis, il y a eu la CAM, je ne suis pas un type de l'événementiel, mais j'ai la méthodologie, j'ai la démarche. Maintenant, je me fais accompagner par des experts pour des aspects techniques, des aspects précis, notamment les exigences des parties prenantes, la définition du produit. Mais on a une démarche qui permet de résoudre de conduire tout type de projet. Maintenant, pour la deuxième Parfait. question, je pense que le président Adou pourra C'est répondre à ça. ça. Vous trouvez les managers de projet. Merci infiniment. Merci. Oui. Merci, effectivement, j'abonde dans ton sens, hein. Je confirme que c'est le propos que je voulais évoquer aussi. C'est dire, on n'a pas forcément besoin d'être dans le domaine, mais il faut maîtriser l'approche méthodologique. Mais c'est sûr que quand on est du domaine, c'est déjà un plus. Aujourd'hui, avec l'approche que le PMI nous propose, on peut gérer des projets dans divers domaines sans forcément avoir besoin d'être un spécialiste du domaine. Bon, tu l'as déjà bien évoqué, donc je vais avancer là-dessus. Pour le second point, c'est une remarque que M. Yao a faite, qu'on prend en compte. Maintenant, pour savoir, si vous avez besoin de ressources clés dans le cadre de vos projets, vous pouvez nous solliciter. On a un site internet sur lequel il y a des contacts. Donc, si vous sollicitez à partir des contacts, votre besoin peut être couvert. Maintenant, c'est clair que je prends en compte votre remarque, c'est de dire que sur le site, ça aurait été bien qu'on prévoie un espace où les entreprises pourraient poster leurs demandes ou leurs besoins. Donc, c'est un point qui sera pris en compte. Mais en temps, M. Yahoo, on pourra échanger les contacts et puis vous assister dans la recherche de profils dans le cadre de vos activités si nécessaire. Merci beaucoup pour le point. Merci beaucoup, Merci. Julien. Merci. Merci. Alors, Merci j'ai infiniment, encore, président Adou. Aristide, on peut continuer avec les questions dans le chat. ok. Alors, j'ai encore quatre questions. Je vais déjà donner les deux premières. Donc, la première de Lionel Franck est de savoir comment est-ce que vous avez estimé les ressources budgétaires qu'il fallait allouer aux équipes sur le terrain? À un moment donné, vous avez évoqué le fait que dans chaque stade, vous aviez des représentants, donc il y avait du budget. Donc voilà, il souhaiterait savoir comment est-ce que vous avez fait l'estimation de ce budget. Et le deuxième point est de savoir comment est-ce que vous avez fait pour obtenir des ressources additionnelles quand le périmètre a changé et que cela a nécessité des ressources en plus. Donc voilà, ça c'est les deux premières questions relatives au budget. Après, je vous donnerai les questions suivantes. Alors, Donc, voilà, en termes allez-y. d'estimation des coûts, je sors un peu, si vous voulez, un peu de PMBOK. L'une des démarches qu'on a eu à faire, c'est nous sommes rendus au Cameroun. Au Cameroun qui venait d'organiser la dernière Coupe d'Afrique. Et on a eu de gros échanges avec la CRTV, la télévision Cameroun, qui nous avait donné un certain nombre de données. Donc, il y a des données historiques qu'eux, ils avaient déjà utilisées, qui étaient à notre disposition. Ça, c'est le premier élément d'estimation de coût. Deuxième élément, comme le dit, j'ai dû recruter un expert en la matière avec qui on estimait les coûts. Mais puisque moi-même, je suis des médias, on a deux directions techniques, on a l'habitude de faire un certain nombre d'acquisitions des équipements. Donc, tous ces facteurs mis ensemble, bien entendu, comme on le sait, il faut généralement majorer un peu le coût que tu as pour éviter des surprises désagréables. Donc, avec les coûts historiques qui ont été fournis par un confrère, les coûts historiques que nous-mêmes nous avons dans notre base de données, et puis le jugement à dit d'experts, ces éléments nous ont permis d'estimer les coûts des différentes activités. Et quand on agrège tous ces coûts, ça nous faisait un peu, si tu veux, le coût du projet. Ok. C'est bien noté. Alors, on a une question de M. Abouadji, monsieur ou madame.
relative à la façon dont vous avez géré l'incident de Ebimpe. Alors, je ne sais pas toi à quel incident en particulier il fait référence. S'il est là, il pourra peut-être commenter la question. Est-ce que ce n'est pas lié à l'inondation qu'il y a eu avant la compétition? D'accord. Il Exactement, a posé une exactement. deuxième Ok. question. Il a posé Ok, une très bien. deuxième question. Il a parlé des ressources additionnelles. Oui, effectivement, ça c'est pour revenir sur la question de Lionel Franck, Voilà, effectivement. les ressources additionnelles. C'est bien ça. Alors, il faut dire que la CAF a des partenaires traditionnels avec lesquels elle a l'habitude de travailler. Donc, dans les échanges, c'est de dire à la CAF quelles sont les ressources additionnelles avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Ça, c'est un premier niveau. Ce qui nous a permis de déterminer un certain nombre d'entreprises susceptibles de faire cela. Nous aussi, nous avons une base de données. Nous avons une base de données en interne ici. Quand on a un surcroît d'activité, il y a des entreprises sur la place ici avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, dès le début, au niveau de la phase de planification, quand on a commencé à faire la structure de pas de projet et qu'on a vu toutes les ressources dont on avait besoin, on savait, on n'est pas naïf, on savait qu'on n'avait pas toutes les ressources nécessaires pour couvrir 6 stades. C'est environ, on va dire quoi, autour de 80 personnes par stade, se multiplie par 6, ça fait autour de 300 et quelques agents. Nous n'avons pas déjà. Puis il y a des profils que nous n'avons pas. Et puis aussi, il y a des profils qui sont du ressort de la Confédération africaine de football. Donc, on a une base de données, à la base de données de la CAF. Et donc, tout mis ensemble, on arrive quand même à récupérer les ressources dont nous avons besoin. Ok. Maintenant, Donc on a la question. Voilà. l'incident Allez-y. des VMP. Alors, ça, c'était un match amical. Côte d'Ivoire, Mali, je crois bien, où une pluie a inondé le stade. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Euh, OK. Disons que on va revenir sur la question du périmètre. C'est hors du périmètre du projet. Nous, moi, ce que nous avions à faire, c'est de nous préparer pour la captation. Donc, on a déployé tous nos équipements techniques, toutes les ressources humaines nécessaires. On a même fait la première mi-temps tranquillement. Donc, la pluie qui est venue, qui a arrêté le match, était hors de mon périmètre. Donc, je pense que c'est au niveau de l'ONS. L'incident était plus impactait plutôt l'ONS, celui qui a construit le stade. Donc, c'était à elle de pouvoir gérer cet incident. Nous, on attendait tranquillement que l'arbitre dise on continue ou on arrête. Dès qu'ils ont dit qu'on arrête, on a pris nos équipements, nous sommes rentrés à la base. Donc, vraiment, encore en termes de périmètre, ce n'était pas à nous de gérer cet incident, c'était le risque qui avait été pris en compte par d'autres structures. Mais la gestion de la communication, La gestion de la. pas directement dans votre périmètre, la gestion de la communication sur l'incident de Bimpe, comment elle a été maîtrisée? Disons que ça a été, au début, ça a été assez compliqué parce que, effectivement, c'était un événement très, très négatif. D'autant plus que les partenaires de la CAF étaient déjà là. Donc, il y a eu plusieurs réunions de crise au plus haut niveau. Nous, ce que nous avions à faire, nous avons constaté avec tous les, puisqu'on faisait aussi le direct, on a constaté avec tous les spectateurs que bon, la pelouse était impraticable et que bon, l'arbitre a mis fin à la rencontre. Maintenant, tout ce qu'il y a eu comme gestion de crise par derrière, encore une fois de plus, on n'était pas vraiment les acteurs majeurs. On n'était vraiment pas les acteurs majeurs, mais nous, on a donné l'information à notre public et que la pelouse, maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Ça, c'est vraiment pas de notre ressort. OK. Ok. D'accord, il y a encore quelques questions dans le chat. Euh, donc, comme vous avez dit, le projet a été saucissonné. Si votre périmètre il a été saucissonné, donc Oui. combien de chefs de projet vous avez pour assurer la gestion du périmètre média, aspect média sur la canne? Et quelle approche aussi avez-vous utilisé? Une approche prédictive, une approche agile? Quelle approche vous avez utilisée pour gérer ce projet? Alors, comme on l'a dit, hein, il y avait deux projets. Ok. Il y avait deux projets. Un premier projet,
C'était la fabrication des signaux internationaux et la mise à disposition de ces signaux à la CAF. Et puis le deuxième projet, c'était la diffusion des matchs sur nous-mêmes, nos antennes. Donc, comme je dis, j'ai deux PMP. Donc, chacun, j'ai confié en tout cas un projet à chaque PMP. Moi-même, j'assurais la supervision. Maintenant, pour les activités, on fait la SDP, on fait les activités. Là, je n'ai pas besoin vraiment, enfin, pas besoin vraiment d'un chef de projet pour une activité. J'ai besoin d'un porteur d'une activité. Finaliser la grille des programmes de RT1, je prends le responsable des programmes de RT1. La grille des programmes de RT2, je prends le responsable des programmes de RT2. Vraiment, c'est des fonctions métiers que j'ai affectées à la liste des activités. J'ai eu besoin de manager de projet pour les deux projets. Et moi-même, j'étais au-dessus pour piloter. Mais le reste des activités, j'avais besoin vraiment d'opérationnels qui connaissent leur métier pour pouvoir faire ces activités-là. D'accord. Parfait. L'approche agile, prédictive, hybride. Il Ah, faut- disons que je suis un peu bloqué cette question parce que on va dire d'ac- qu'on a utilisé l'approche agile. Oui, On va dire qu'on a utilisé l'approche agile, c'est ça. mais je réfléchis en même temps que je parle. Il y a Je eu un pense peu qu'elle était beaucoup plus prédictive. Oui, avec beaucoup de plans que vous avez fait au départ. Vous voyez les plans. Peut-être vous avez combiné à la fois hybride, un peu, Oui, et c'est beaucoup un mix de et deux. mix. voilà, il y a une combinaison. Effectivement, Voilà. il y a une combinaison. C'est Voilà. parfait. Les leçons Effectivement. apprises, on vous a entendu donner les leçons apprises, hein, qu'il faut beaucoup, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir identifier les parties prenantes. Il faut bien Oui, gérer un peu les approvisionnements pour que les choses se fassent dans le délai. C'est vraiment des belles leçons que vous avez eu à apprendre au cours de cette gestion de projet. Eh bien, ces oui, oui, questions oui. étaient de Monsieur Zribi, qui a bien voulu comprendre un peu comment vous avez géré ces aspects. Oui, la gestion des approvisionnements n'a pas été vraiment très simple, on va le dire comme ça, puisque l'élément déclencheur, enfin pas l'élément déclencheur, l'élément important, on n'avait pas les mains sur le budget. C'est vrai qu'on a confectionné le budget, mais qu'on a tout centralisé au sein du COCAD. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le budget à main pour l'exécuter à temps. Donc, ça a été un élément, mais nous avons tenu compte, en tout cas dans notre mode de fonctionnement. Donc, tout ce qui est approvisionnement qu'on pouvait anticiper, notamment ce qui prend du temps, c'est la commande des équipements techniques. Donc ça, très rapidement, dès le début du projet qu'on a identifié cette activité, j'ai dû recruter un expert pour nous écrire le cahier des charges des équipements techniques qu'il fallait pour pouvoir tenir nos engagements. Et donc, tout le process d'approvisionnement a été fait au niveau du COCAN, appel d'offres, dépouillement, commande, et ainsi de suite, a été fait à ce niveau. J'avoue que ça n'a pas été si simple. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous dis qu'il y a un risque qui est survenu au niveau du retard dans la réception de certains équipements. Parce que là, il fallait passer par le COCAN avec tout ce qu'il y a comme documentation à fournir et ainsi de suite. Donc, ça a été une belle expérience, j'avoue, au niveau des approvisionnements, mais on a eu énormément de problèmes parce qu'un des risques qu'on avait identifié, malheureusement, a survenu. Mais on a pu le contourner par d'autres partenaires techniques qu'on avait déjà prévus au cas où ça ne fonctionnerait pas. C'est ça, effectivement. Monsieur Paco, vous nous rassurez, vous l'avez dit, le problème, c'est pas de ne pas identifier les risques, ou bien un risque est identifié, il est identifié en fonction de la stratégie qu'on met en place. Donc, il faut mettre soit un plan de contingence pour pouvoir atténuer l'effet de ce risque, et c'est ce que vous avez fait. Exactement. J'ai Exactement. retenu quelque chose d'assez important que vous avez partagé avec nous, les aspects pré pour projet. Euh, le business case, le plan de gestion des bénéfices, vous les avez confectionnés, élaborés pratiquement vous-même. C'était inexistant. C'est bien cela. Et puis, oui, c'est cela. Et puis, bon, en fait, c'est lié à vraiment mon organisation, hein. Il n'y a pas que ce projet Cannes. La plupart des projets, c'est des idées qu'ils m'envoient. C'est des idées qu'ils envoient. Maintenant, moi, je leur dis, c'est des idées, il faut qu'on puisse travailler, enfin, travailler, faire des études, puis envoyez-moi un document qui va servir de base de travail. Mais très souvent, je suis obligé moi-même de faire faire
sur ce document-là. C'est ce que je disais. C'est le problème que j'ai dans mon organisation, c'est de savoir si chez vous, vous avez ce genre de problème-là et comment vous le résolvez. Parce que moi, je serais bien à l'aise d'avoir un document où le business case, tout a été fait. À partir de là, je prends, j'essaie de ce document, je fais ma charte de projet et puis je continue parce qu'il y a tous les objectifs, tous les éléments. Mais très souvent, je n'ai pas. On me dit, bon, écoute, il y a la concurrence qui arrive, il faut qu'on puisse diversifier nos produits. Donc, on va créer une chaîne qui va donner sur cette thématique. Voilà un peu, c'est l'idée qu'on donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Enfin, tout le reste, très souvent, n'est pas fait. Donc, je suis Ah ben, obligé de faire ça avant de commencer le projet. Donc là, j'ai besoin aussi de vos retours sur ces actions, d'accord. si vous avez ça dans vos organisations. Monsieur Papo, je voudrais vous rassurer, je suis Merci. au port autonome au, au port autonome d'Abidjan et c'est pratiquement la même situation. Les documents préposés, le business plan, le plan de gestion de bénéfices ne sont pas toujours élaborés. Donc, le chef de projet le fait, il élabore tout ça et il porte à la connaissance de la hiérarchie qui se charge voilà, de valider. Voilà un peu comment ça se passe aussi chez vous. Le président D'accord, Simon ok. peut-être veut partager un peu son expérience là-dessus. Oui, mais je voulais surtout poser une question. C'était concernant les équipes. C'est un projet qui s'est tenu dans une durée relativement courte. Donc, il fallait avoir les équipes toujours motivées. Tu as évoqué cet aspect-là brièvement. Je voulais savoir comment est-ce que tu as fait pour motiver les équipes et puis t'assurer qu'elles demeurent impliquées dans le projet jusqu'à son terme. C'est vrai qu'il y avait un gros aspect national, donc il y a forcément incité les uns les autres à travailler. Mais est-ce qu'il y a eu des activités en particulier ou des actions qui ont été menées et qui les ont incités à continuer de travailler jusqu'à obtenir les résultats qu'on a vus? D'accord. Le premier élément de motivation d'ailleurs pour nous tous, c'est que c'est un événement qu'on vit une seule fois, peut-être hein, vraiment dans sa vie professionnelle. Un projet comme la Cannes, en temps normal, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, c'est à ce discours que moi j'ai tenu, mais ce que j'ai fait, c'est que je demandais au, au directeur général d'organiser une grosse réunion avec tout l'ensemble du personnel et que lui-même, en tant que le manager de la boîte, puisse donner ce message aux agents. Et c'est ce qui a été fait. En leur disant, voilà, c'est quelque chose qu'on vit une seule fois, il faut qu'on y aille, il faut qu'on réussisse, on n'a pas d'autre choix. C'est un projet qui est regardé par le chef de l'État et tout. Donc, il y a cet élément-là. Deuxième élément, comme je dis, il y a eu des séances de team building, pas tout le temps, mais il y a eu quelques fois où on sortait de la maison, on partait rigoler. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il y avait du budget? Effectivement, il y a du budget, parce qu'il faut aller au resto avec 15, 20 personnes, euh, manger un bout, parler de tout et de rien. Ça nécessite des moyens, mais c'est extrêmement important. Et l'autre élément sur lequel le chef de projet joue, c'est de montrer à chaque agent qu'il est un maillon essentiel du système. Dernier élément qui a été mis en œuvre, ça c'est vraiment le dernier élément, pardon, c'est de prévoir des primes, des incentives à la fin du projet. Donc c'est tous ces éléments mis ensemble qui ont permis un peu de maintenir l'engagement en tout cas des parties prenantes pendant tout le cycle de vie vraiment du projet. Élément très, très Mais important à j'avoue la qu'au fin. début, il y avait une partie qui se sentait un peu exclue parce qu'on était vraiment au début du projet. On ne pouvait pas donner toutes les informations. Il y avait trop d'informations stratégiques qui restaient au niveau de la commission stratégique. Donc, ils estimaient que bon, voilà, ils n'étaient pas suffisamment valorisés et qu'ils n'étaient pas suffisamment impliqués, ainsi de suite. Donc, il y a eu cet élément-là. Mais après, quand on a commencé à rentrer dans le détail, on a fait la SDP, on a fait les activités. Chacun a vu qu'il était occupé et que son poste était important. Et puis à la fin, on s'est dit, bon, à la fin, on va faire un geste à tous ceux qui ont travaillé sur la canne. Donc, effectivement, ça nous a beaucoup aidé. Même si c'est que ce qui a été prévu à la fin, après, bon, ça fait jaser un peu, mais pendant qu'on travaillait, c'était un élément motivateur. C'était une belle promesse. Non, D'accord. mais En c'est tout important cas, d'avoir les équipes vraiment engagées, vraiment motivées. Si on pêche sur cet aspect, le chef de projet souffre énormément. Parce que effectivement. tu vas avoir des ressources qui sont complètement neutres. Ça encore, c'est quand tu as la chance. Ou bien d'autres sont complètement résistants. Ouais. Donc, l'idée, c'est de permettre qu'il ait moins de résistants
et que tout le monde puisse tirer dans. Et puis bon, il y a des aptitudes aussi, et comme on le dit, hein, du chef de projet, il faut qu'il soit quand même un manager et puis un leader, tirer des gens, envoyer des gens vers un objectif commun. Donc c'est tout ça, qu'on a mis en œuvre. Et je n'ai pas manqué, quand la CAN est finie, qu'on a eu tous les courriers de félicitations, je Ouais. redemande au DG d'organiser une réunion encore publique où il va féliciter tout le monde et on va lire les messages que la CAF, que tous les partenaires nous ont envoyés en termes de qualité de travail. Et ça a été fait, ils en étaient vraiment très fiers. Ah, Monsieur Kouakou, ça a été vraiment un très beau partage que nous avons eu avec vous autour de la CAN, autour de votre action, en tout cas votre action assez pertinente en tant que gestionnaire de projet. Pour votre mot de fin, j'allais vous demander quel est votre plus beau souvenir, un seul souvenir, le plus beau souvenir de cette CAN en tant que gestionnaire de projet. Mon plus beau, le plus beau souvenir, qu'est-ce que je veux dire? Euh, alors, évidemment, en tant qu'Ivoirien, comme tout Ivoirien, on était vraiment tout heureux d'avoir remporté la coupe. Mais j'ai un souvenir quand même assez. Il y a une de mes ressources qui était au stade EBMP, qui tenait une caméra et qui était sur le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. C'est bien ça, hein, où on a plongé là. Oui, effectivement. Et Effectivement. donc, vous savez, quand le match finit, mais le signal international ne s'arrête pas. Il y a les interviews au bord de terrain avec les joueurs, entraîneurs. Après, ça se poursuit dans les salles de conférence de presse après match, ainsi de suite. Et il y a des Effectivement. chaînes de télévision qui aiment bien regarder le stade se vider ou bien les supporters pleurer. Donc, une fois le match est fini, le signal international ne s'arrête pas. Et je reçois un coup de fil, on me dit, il y a une de mes ressources qui s'est complètement effondrée, qui a braqué la caméra et qui s'est mis à pleurer. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire est éliminée et tout ce travail qu'il a eu à le faire, c'est vraiment est tombé à l'eau. Donc, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et donc, le lendemain, j'ai fait convoquer une réunion d'urgence pour repréciser les choses. Je dis, bon, les amis, on est tous Ivoiriens, on supporte la Côte d'Ivoire, mais notre mission, ce n'est pas les matchs de la Côte d'Ivoire. C'est de produire un signal pour les 52 matchs. Que la Côte d'Ivoire soit dedans ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Donc, vraiment, il était vraiment très supporter, un très bon travailleur, mais très supporter, donc il s'est laissé affecter. Et heureusement que ça a été rattrapé dans le moment qui vient. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Deuxième chose, c'est vraiment le jour où on a eu la réunion avec le DG à la fin du projet, quand on a lu vraiment tous les messages qu'on a reçus. Je voyais vraiment ils étaient vraiment très fiers, ils étaient très heureux. Ça m'a plu. On a senti que voilà, il y a des gens qui ont été heureux et ils sont venus, hein, ils ont passé un cap. Ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je garde ces deux éléments-là en tête en tout cas. En tout cas, Monsieur Kwaku, merci. Merci à nouveau pour, j'allais dire, hein, ce moment d'échange et merci pour toujours cette très belle organisation de la CAN. Oui. Et même Vraiment, au lendemain de la CAN, je suis arrivé, mon DG m'a appelé, quand je suis allé à son bureau, il s'est levé, tout heureux, bravo, le travail a été correctement fait, bravo. Bon, vrai, quand tu vois ça, tu es content, tu penses que vraiment tu as fait un bon boulot. Et puis, le plus important, c'est de voir les gens avec qui tu as travaillé progresser, prendre du plaisir dans le travail. Et ça, vraiment, il n'y a rien de tel. ah, en tout cas, bravo, bravo. Et je peux vous dire que le PMI Côte d'Ivoire est prêt à vous accompagner. Si vos collaborateurs souhaitent passer des certifications, qu'ils n'hésitent pas à nous joindre et nous les mettrons en contact avec les ATP pour pouvoir, j'allais dire, embrasser le métier de gestionnaire de projet. Tout à fait. D'accord. C'est sur ces mots que je voudrais vous permettre de souffler un peu et nous allons poursuivre avec la suite de notre programme. Merci infiniment, PMP, Kwaku, Olivier, pour votre très belle petite participation à ce séminaire. Merci beaucoup. J'espère que on a retenu quelque chose, on a partagé des choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Quelques annonces. Nous avons
les prochains webinaires, quelques prochains webinaires qui seront organisés dans quelques jours. Le jeudi 30 mai, nous avons un webinaire sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle dans la gestion des projets. Et donc, vous verrez des cas pratiques. Comment un gestionnaire de projet, j'allais dire moderne, doit utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir une certaine valeur ajoutée. Donc, le 30 mai, ce sera en ligne. Soyez connectés. Vous aurez le lien pour pouvoir assister à ce webinaire. En juillet, nous avons 4 webinaires. Un premier webinaire sur les approches agiles. Donc, 5 certifiés vont vous présenter un peu les différentes approches agiles. Nous aurons une présentation de la stratégie et des actions clés pour le développement personnel des membres pour cette année. Nous aurons aussi un retour d'expérience de ce type par les certifiés et nous aurons la restitution d'un groupe de travail, le groupe de travail sur le PMBOK 7. Donc, nous aurons 4 webinaires en juillet. Nous aurons aussi un afterwork. Le 27 juin, nous aurons un afterwork et ce sera l'occasion pour le bureau d'inviter officiellement Monsieur Kwaku au deuxième afterwork. On a un deuxième afterwork qui se prépare. Donc, Monsieur Kwaku, vous serez encore notre invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci infiniment. Pour l'adhésion au PMI chapitre Côte d'Ivoire, nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous adhérez au chapitre Côte d'Ivoire, nous avons besoin de faire grandir notre organisation, nous avons besoin de montrer à tout le monde, à tous les chefs de projet, à tous les responsables d'organisation, à tous les chefs d'entreprise qu'il est important d'avoir des gestionnaires de projet, il est important d'avoir des PMO au sein de leur organisation. Et pour cela, nous vous invitons à adhérer au chapitre Côte d'Ivoire, à professionnaliser votre gestion de projet et puis à impacter votre environnement. Et donc, pour pouvoir adhérer au chapitre Côte d'Ivoire, il faut contacter notre VP Emmanuela qui est au 07 88 41 54 20. Le VP Membership Emmanuela au 07 88 41 54 20. Vous pourrez également aussi être tenté d'embrasser la carrière de volontaire. Et si vous voulez être volontaire, comme moi, par exemple, au PMI, chapitre Côte d'Ivoire, je suis volontaire chargé du sponsorship, eh bien, il faut contacter Jean Boudjini, qui est au 07 58 61 47 32. Pour être volontaire, il faut contacter Jean Boudjini, qui est au 07 58 61 47 32. J'ai pris plaisir à être avec vous ce soir. Je suis celui qui a peut-être ouvert un peu cette session, mais le dernier mot revient à notre brillant président pour son mot de fin. Président Simon Adou, sous vos ovations. Merci Destin, merci Olivier. Quand j'ai passé une très belle soirée, on a été enrichi par ton savoir-faire et par toute l'expérience que tu as acquise dans le cadre de ta participation pour l'organisation de cette CAN. On te remercie. Et puis, comme ils l'ont dit, on prévoit se revoir à nouveau de façon physique pour échanger et puis approfondir les points que tu as évoqués, par exemple, sur la question de tout ce qui est avant-projet. Je pense que c'est un sujet qui est très intéressant qu'on pourra aborder dans notre contexte. Donc, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui nous ont écoutés. Et on espère vous revoir pour nos prochaines activités et nos prochains webinaires. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Merci, à très bientôt. Bye bye. Oui, Bye, merci. merci, au revoir. Destin, Ouais. merci. Merci, merci infiniment. Merci. Merci au Pass SG à Boadjé. Ah oui, merci, merci. Et à très bientôt. Ok, à bientôt. Allez, merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bye bye.